Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, nouveau top 10 de fin de saison. Du côté du cyclisme, on a fait les sprinters, on a fait les moments, on va dire les bleus, voilà, je vais y arriver. On a fait également les meilleurs grimpeurs, les révélations, enfin, voilà, on a fait pas mal de vidéos. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'attaquer aux 10 moments marquants de la saison 2022. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok. En ce moment, on est en pleine Coupe du Monde. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 si vous n'avez pas écouté les autres épisodes. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, hein, vous l'avez bien compris, la Coupe du Monde prend beaucoup de temps. Et donc, voilà, la semaine dernière, il n'y a pas eu de top 10. Ils sont écrits, hein, les top 10, mais j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, tout simplement. On commence tout de suite avec ce top 10 des meilleurs des moments marquants. Alors, c'est mes moments marquants, c'est les moments que j'ai trouvé qui ont été importants sur cette année 2022. Alors ce sont, je crois, que des moments positifs. Ah non, un ou deux sont un petit peu plus négatifs, on va dire, dans ces moments. Mais c'est majoritairement des moments positifs. Voilà des moments qui ont marqué la saison 2022 de cyclisme parce que voilà, c'était important de les signaler. On a déjà fait en fait les moments énervants, donc voilà, là c'est des moments beaucoup moins énervants. Eh bien on commence tout de suite avec le moment marquant numéro 10, mon moment marquant de la saison 2022 de cyclisme. Du côté des moments marquants de cette saison 2022, je commence avec Thomas de Rent à Naples pendant le Tour d'Italie. La victoire de Thomas de Rent, elle est marquante parce qu'elle est inattendue, cette victoire sur cette étape-là. C'est déjà une étape où moi je m'attendais plutôt à un sprint et on se retrouve à avoir une étape qui part un petit peu dans tous les sens avec des mecs qui attaquent pendant toute la journée. Je pense notamment et des leaders du général. Je pense notamment à Guillaume Martin qui tente de remonter dans le classement. T'as du Van Der Poel, t'as Guilherme mais qui se retrouve à être piégé par un groupe où tous les favoris de l'échappée ne sont pas dedans, c'est-à-dire que on a à la fois Guilherme qui n'est pas dedans, Mauro Schmid, Van Der Poel qui se fait avoir, Wout Poels, Guillaume Martin aussi. Donc on se retrouve, Vendrame également qui se fait avoir, Fabio Fellini du côté d'Astana. On se retrouve, je dirais pas avec des seconds couteaux, mais presque. Et à ce petit jeu-là, Gaboro est très fort dans ce groupe-là, le coureur de la Bardiani, mais c'est De Rent qui s'impose. J'ai mis l'étape de Naples, j'aurais pu mettre l'étape de Tir-1, mais sur cette étape de Naples, vous avez rajouté en plus la victoire de Thomas De Rent, qui, on le pensait peut-être plus, moi je le pensais peut-être plus en capacité de pouvoir s'imposer, mais il faut toujours se méfier de Thomas De Rent dans une échappée. Et ça a été une étape avec beaucoup de spectacles pendant toute la journée. Et on l'a vu sur ce Tour d'Italie, mettre une étape en circuit, deux étapes en circuit, avec un circuit où vous avez un petit peu vallonné, et ça offre tout de suite du spectacle. Et ce parcours de Naples était très intéressant, comme le parcours également de Turin était très intéressant pour créer du spectacle. Et ces deux étapes-là ont créé du spectacle, des surprises également, avec des coureurs qui n'ont pas performé dans cette étape-là, qui se sont retrouvés très loin, et des coureurs qui ont réussi à faire des belles remontées. Donc voilà, avec un Guillaume Martin qui se retrouve à ce moment-là 4e du général. Alors ça sera plus compliqué ensuite pour lui et d'autres coureurs qui ont un peu plus de mal à faire un bon classement lors de cette même étape de Naples. Mais voilà, je voulais souligner l'étape de Naples qui, je trouve, a été une étape très intéressante, je trouve, du Tour d'Italie. Et ces deux étapes en circuit qui ont été très sympathiques à regarder. Et moi, je trouve que cette victoire de Thomas de Rent à Naples est un moment marquant de la saison 2022. On passe tout de suite au numéro 9. Du côté du numéro 9, c'est Dylan Groenewegen, sa victoire sur le Tour de France. Pourquoi Dylan Groenewegen Parce que je l'avais bien exprimé pendant la vidéo de cette étape-là sur le Tour de France. Groenewegen a pris une volée de bois vert monumentale suite à son erreur qui a conduit au gros accident
de Jakobsen. Alors pour moi, la suspension en termes de jours de course, le fait qu'il ne puisse pas revenir, qu'il ait une suspension de 6 mois était justifié. Par contre, les propos, notamment de Patrick Lefebvre, étaient inadmissibles sur Dylan Groenewegen. Et Dylan Groenewegen, en 2021, il a un peu porté cet accident comme un fardeau pendant toute la saison. Une année qui n'a pas été forcément facile avec la Jumbo parce qu'il était aussi dans une position où il allait changer d'équipe. On le savait qu'il n'allait pas rester chez Jumbo du fait de la concurrence des jeunes pousses comme Olaf Koy, comme Decker. On savait qu'il allait avoir également Van Aert, donc il avait plus vraiment le choix de course et il devait changer d'équipe. Il a bien fait avec Bike Exchange. Et son début d'année 2022, il est pas mauvais, il est un peu discret, voilà, c'est je pense le bon terme. Et il arrive sur le Tour de France, et il fait déjà un bon premier sprint le premier jour. Et puis le deuxième jour, bah voilà, victoire dans un sprint. C'est pas le deuxième jour, je sais plus c'était quelle étape. Je sais plus, c'était dans les 3 premières étapes au Danemark. J'ai oublié de retenir le numéro de l'étape, ce qui m'arrive souvent. Mais c'est une victoire, je crois que c'était l'étape 3 pour Groenewegen. Mais c'est une victoire hyper importante pour Groenewegen parce que il tourne la page vraiment de cet accident. Il tourne enfin la page et tu le vois même à l'arrivée, hein, il est très ému et c'est très touchant parce que voilà, on voit qu'il y a tout qui relâche en termes d'émotion, mais tout simplement parce que on a sous-estimé l'impact mental qu'a eu cet accident sur Groenewegen. Sur l'année 2021, il sprinte pas de la même manière, il force pas les portes, il est très précautionneux presque dans ses sprints. Et autant Jakobsen s'en est remis plus vite, mais ça je l'avais dit également dans quelques vidéos, j'avais dit Jakobsen, il n'a pas le souvenir de l'accident. Donc c'est plus facile de repartir. C'est plus compliqué quand tu as le souvenir de l'accident. C'est ce qui avait été le problème pour Laurent Jalabert sur l'accident de 94, mais ce qui a été le problème de Groenewegen. Parce que sur tous ces sprints, tu voyais qu'il voulait trop bien faire. Il prenait plus les risques qu'il prenait auparavant parce qu'il avait peur de faire mal à un autre adversaire. Et ça a été compliqué pour Groenewegen, je pense, mentalement. Et tout ce qui s'est pris pendant l'intersaison 2020-2021 dans la tête. Or, on peut aussi pas sous-estimer le fait que l'arrivée est prônée ce type d'accident. Alors certes, il fait une erreur, ça c'est clair et net, mais de toute manière, avec les arrivées en faux plat descendant, bah, je le dis, ça devrait être interdit, parce qu'on sait très bien que ça crée des accidents quasiment systématiquement, et en plus des gros accidents, et les barrières n'étaient pas aux normes. C'est-à-dire dans le choc de Jakobsen, on a tout mis presque sur le dos de Groenewegen. Or, l'organisateur du Tour de Pologne a une part très importante également sur les conséquences de l'accident, et ça on l'a un petit peu oublié, et Patrick Lefebvre notamment l'a oublié quand il avait dit grosso modo qu'il devrait aller en prison, c'est comme s'il avait tué un mec. Je trouve qu'il y a eu des propos qui étaient vraiment pas normal de la part d'un directeur d'équipe qui n'a pas été sanctionné pour ces propos-là. Et Groenewegen a tout pris dans la gueule et il a mis du temps à s'en remettre, mais maintenant il est reparti. On a retrouvé le vrai sprinter Dylan Groenewegen et cette victoire sur le Tour est très importante pour lui, comme la victoire de Jakobsen l'année dernière sur la Vuelta était très importante pour que Jakobsen passe un cap dans sa carrière. On passe tout de suite au moment marquant numéro 8. Le moment marquant numéro 8 de cette année 2022, la victoire de Matej Mohoric à Milan-San Remo. Pourquoi la victoire de Mohoric ? Parce que c'est plein de prise de risque, c'est plein aussi d'ingéniosité cette victoire, avec cette tige de sel télescopique, qui est un truc qui existe depuis des années en VTT, mais qui n'avait pas été utilisé dans le cyclisme sur route. Et Mohoric décide de s'en servir, et ça a fonctionné pour cette descente du Poggio. Mais il n'y a pas que l'ingéniosité technique, il y a une prise de risque monumentale de Mohoric dans cette descente. C'est-à-dire que il peut tomber sur n'importe lequel de la dizaine d'épingles qu'il y a dans cette descente. C'est monumental.
la prise de risque, mais parce qu'il avait envie de la gagner. Il avait la niaque pour aller gagner cette course, qui, c'est vrai, a été une belle édition de Milan-San Remo. Sur les 40 derniers kilomètres, il s'est passé pas mal de choses, notamment Pidcock. Enfin voilà, il se passe pas mal de choses dans cette course qui a été passionnante. C'est pas toujours le cas. Vous savez que Milan-San Remo fait pas partie des monuments que j'ai vraiment que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est le moins bon des 5 monuments, Milan-San Remo. Mais je trouve que sur cette course-là, on a eu un beau Milan-San Remo. Et la victoire de Mohoric, elle est pleine d'audace aussi, parce que l'audace de mettre cette tige télescopique, l'audace d'attaquer dans cette descente, et avec un Pogačar qui décide de ne pas prendre le risque. C'est Pogačar qui est dans sa roue et qui voit que il peut pas suivre. Il peut pas suivre à ce moment-là dans cette descente. Il pourra pas prendre le niveau de risque. Il n'a pas envie de tomber, Pogačar. Et l'écart qui se crée à ce moment-là, c'est l'écart qu'on retrouvera à l'arrivée. Et puis la petite frustration, mais quand même la satisfaction pour Turgis, qui attaque, mais un peu tard. C'est-à-dire, s'il attaque, j'irai 1 km 3, 1 km 4, peut-être qu'il peut revenir sur Mohoric. Il attaque un peu tard, il passe à ça, de remporter un monument, Turgis, mais c'est là où tu vois que c'est un grand coureur de classique, Anthony Turgis, et je pense que quand il arrivera en fin de contrat avec Total Energy, m'étonnerait pas qu'il soit courtisé par pas mal d'équipes dans les années à venir, Anthony Turgis, et pas que des équipes françaises. Mais oui, c'est une course qui, dans son scénario, qui est complètement dingue. Et puis, quand on regarde le top 10, on se dit que c'est quand même compliqué de faire mieux. C'est-à-dire qu'on a Anthony Turgis, Van Der Poel, Matthews, Pogačar, Pedersen, Kragh Andersen, Van Aert, Raikkonen, Démare. On a, à part Girmay qui est 12e, quasiment dans cette course, bon, on pourrait dire presque Roglic, qui est 17e, qui a fait également partie de cette saison 2022. On retrouve, à part Kragh Andersen, je dirais, et encore, et Tratnik, peut-être un peu moins bon cette année, encore Tratnik, on l'a vu sur certaines courses, on retrouve que des mecs qui ont fait une bonne saison. Mohoric a fait une bonne saison, Turgis, peut-être presque celui qui a fait été un peu moins bon, mais il fait quand même deuxième d'un monument. Van Der Poel, bon, il y a eu du bon et du moins bon, mais c'est pas... Enfin, la saison de Van Der Poel, oui, c'est vrai qu'elle est... En fait, elle est bizarre, cette saison de Van Der Poel. Elle est dure à juger parce que à la fois, tu as du bon. Il y a quand même une victoire sur le Tour des Flandres, 3e de Milan-San Remo. En même temps, après le Tour des Flandres, il n'y a plus grand-chose en termes de résultats aussi. Du côté de Van Der Poel. Et voilà, il y a 2 saisons en une et elle est dure à juger la saison de Van Der Poel. Moi, je considère qu'elle a été décevante. Certains diront qu'elle a été fantastique. Matthews, qu'on a vu quand même cette année, qui était de retour. Pogačar qui a fait une grande année. Pedersen qui a fait une grande année aussi. Van Aert qui a fait une grande année. Démare qui a fait une grande saison. On retrouve quand même que des mecs qui ont fait des bons résultats dans cette course quasiment. Et ça montre que cette année, le niveau de Milan-San Remo a été vraiment bon. Et puis avec un beau spectacle dans le final, il faut le dire. On poursuit avec les moments marquants, avec le numéro 7. 7e moment marquant de cette année 2022, qui s'est passé lors de ce mois d'octobre, eh bien les retraites. Les retraites d'Alejandro Valverde, de Nibali, de Gilbert, et je mettrai également de David Rebellin, qui nous a quittés tragiquement dans un accident avec une voiture il y a quelques jours. On a perdu quand même 4 grands du cyclisme, même si Rebellin a été pris par la patrouille, a été pris pour dopage, ça on ne le reniera pas. C'est un personnage marquant du cyclisme, Rebellin, par la longévité de sa carrière, le personnage très timide également de Rebellin. Et c'est un coureur qui a permis quand même à une époque à l'Italie de rayonner, alors pas de manière propre, mais qui a permis à l'Italie de rayonner à l'international. Il a été important dans le cyclisme italien, même si, encore une fois, il était dopé. Et sa mort est, je trouve, quelque chose de très triste, parce que c'était un passionné de cyclisme,
Et ça rappelle la mort de Scarponi, également la mort de Rebellin, qui rappelle encore une fois que les cyclistes à l'entraînement sont dans des situations qui sont souvent dangereuses, et plus d'un cycliste s'est retrouvé emporté par une voiture. Et quand vous êtes en voiture, alors quand vous êtes cycliste aussi, bon, voilà. Je rappelle, la route se partage. Je vais faire la même phrase que Thomas Voeckler. D'un côté, ne roulez pas comme des oiseaux quand vous êtes sur une route parce que vous n'êtes pas sur le Tour de France et que c'est pas une route fermée. Et de l'autre côté, quand vous êtes en voiture, faites attention quand vous dépassez. Prenez pas des risques aussi à dépasser. Vous allez gagner quoi, 1 minute de trajet final. Ça n'a que très peu d'intérêt pour la prise de risque. Mais c'est sûr que la mort de Rebellin est quelque chose de triste. Mais même la retraite, parce que c'est un monument du cyclisme par sa longévité. C'est quand même un mec qui a été pris pour dopage, qui a pris une suspension dans la gueule et qui décide de revenir dans le cyclisme. Toutes les grosses équipes n'en veulent plus, déjà parce qu'il est âgé et parce qu'il s'est pris et fait prendre pour dopage. Et il repart presque par passion, dans des petites formations de continentales presque foireuses, où il est quasiment pas payé, mais juste par passion pour le cyclisme, comme l'avait fait également Miguel Martinez il y a quelques années. Et c'est ça qui est marquant, je dirais, et que j'aimerais retenir aussi de la carrière de Rebellin. On va revenir sur des choses un peu plus joyeuses, avec les retraites de Valverde, Nibali et Gilbert, mais on s'aperçoit que cette année, on pourrait parler également de Richie Porte. On a perdu énormément de grands coureurs qui ont été marquants pour le cyclisme. Nibali, vainqueur des 3 grands tours. Vainqueur également de Milan-San Remo, du Tour de Lombardie. Un énorme palmarès, Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Alejandro Valverde, vainqueur des 3 classiques ardennaises. Vainqueur d'une Vuelta aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a marqué mes printemps depuis 20 ans. À chaque fois, on se disait à chaque printemps, est-ce que Valverde va être performant? Est-ce qu'il va réussir à refaire la même chose? Recordman du nombre de victoires du côté du mur du oui, du côté de la Flèche Wallonne. On se disait, est-ce qu'il va revenir? Tu vois, même quand il était dans une situation, même quand il était suspendu, on se disait, quand il va revenir, il va être performant. Voilà, c'était toujours la grande question, Valverde, au mois d'avril. Et puis, le fait qu'il ait continué, alors qu'il s'est pris sur les dernières années des gros crashs, voilà, des grosses blessures, la clavicule, il s'est fait également au niveau des jambes, il a eu des grosses blessures. Valverde, notamment son accident l'année dernière sur la Volta, où moi je dis, on a peut-être vu le dernier jour de Valverde jour-là. Je me souviens du débrief de cette étape. Il est parmi les bonnets d'âne ce jour-là, et je dis, on a peut-être vu ce qui est triste, c'est qu'on a peut-être vu le dernier jour de Valverde sur un vélo. Et il y revient, et il arrive encore à être performant, même s'il n'a plus ses qualités de sprint qu'il avait auparavant, de vitesse qu'il avait auparavant. Il arrive toujours à continuer. Moi, je trouve ça fantastique. Nibali, pareil, une carrière énorme. Alors, c'est vrai que il a été parfois chiant, c'est-à-dire que un peu comme un Fernando Alonso en Formule 1, voilà, parfois bon, c'est avec des fois il aurait dû se taire, parfois au lieu de parler, mais c'est un personnage marquant du cyclisme, sa classe sur un vélo aussi assez exceptionnelle à Vincenzo Nibali, et puis il rate pas sa sortie, Nibali sur le Giro à domicile, il rate pas sa sortie, Nibali, voilà, il termine sur un dernier Giro dans le top 10. Voilà, il apporte beaucoup de points à Astana dans la guerre des points également UCI. Il faut saluer voilà, la performance qu'a eu Vincenzo Nibali. Ça aurait été dommage d'arrêter sa carrière en 2020 ou 2021 où il avait fait des Giro qui étaient très compliqués. Et puis Gilbert, bien entendu, Philippe Gilbert, l'un des coureurs les plus sympathiques du peloton. Il faut le dire, Philippe Gilbert. On a cru qu'il avait tout perdu au moment de sa fracture de la rotule. Hein, ce fameux « attention le parapet Philippe ». Mais il a réussi à repartir. Il gagne Paris-Roubaix. Il gagne quand même 4 des 5 monuments. Et peut-être que celui qui lui convenait le plus en début de carrière, c'est le seul qu'il n'a pas gagné. C'est Milan-San Remo, mais qui est aussi le plus difficile à remporter. Et puis, quel palmarès sur les classiques ardennaises aussi. Champion du monde. Il n'y a pas grand-chose qu'il a raté dans sa carrière, Philippe Gilbert.
maillot jaune du Tour de France, vainqueur d'une étape également. Enfin voilà, il a... Et puis, lui aussi, il finit bien parce que sa victoire sur les 4 jours de Dunkerque, elle est pour moi très importante. Voilà, cette victoire sur les 4 jours, son travail sur Paris-Tour également. Voilà, ça a été une magnifique course, je trouve. Voilà, une belle fin de carrière pour Philippe Gilbert. Ça aurait été triste qu'il parte lui aussi en 2021, en 2020, où il avait eu des années beaucoup plus compliquées. Je trouve que 2022 a été plus intéressant. Et puis tu sens presque une passation de pouvoir avec Arnaud Delis du côté des Wallons. Voilà, il y a puis avec Remco Evenepoel aussi, la Belgique est désormais de retour Gilbert peut partir, Philippe Gilbert peut partir l'esprit tranquille, vraiment sans aucun problème. Et puis en plus, bon, il y a eu le fameux Critérium à Monaco qui le remporte. Après, c'est un Critérium, on sait comment ça se joue, mais voilà, les retraites de ces coureurs-là. La haie d'honneur, alors certes qui était pas improvisée, la haie d'honneur sur la Vuelta, mais pour Valverde, Nibali, enfin voilà, on a eu de la chance quand même de connaître ces 4 coureurs-là. Rebellin pour le côté passionné du cyclisme, même s'il y a le côté dopé. Gilbert pour le côté sympathique, c'était le mec le plus sympathique au monde. Nibali pour la classe sur un vélo, Nibali. Je pense que beaucoup de mômes auraient voulu avoir la classe qu'a Nibali sur un vélo. Alors certes, maintenant il y a Filippo Ganna, mais Nibali sur un vélo, c'était quand même quelque chose. Et puis Valverde, parce que la longévité au haut niveau, ça il faut le souligner, du côté de Valverde. Voilà, du côté des retraités. On passe tout de suite au 6e moment marquant de cette saison 2022. Parmi les moments marquants de cette année 2022, qui est peut-être, alors avec De Rent à Naples, je dirais peut-être le moment qui, je pense pour vous, dont vous vous souvenez le moins, mais qui, moi, m'a énormément marqué par l'audace également de tenter cette chose, c'est l'avant-dernière étape du Tour de Catalogne 2022. L'avant-dernière étape du Tour de Catalogne 2022 qui débute dans des conditions climatiques effroyables. Il pleut, on ne dépasse pas les 10 degrés, des conditions climatiques merdiques. Et là, on est parti depuis une dizaine de kilomètres. On a déjà une première échappée qui se forme avec des coureurs dangereux. Elle est rattrapée, mais au moins 25-30 coureurs, ça roule très très vite dans le peloton. Et ensuite, l'audace qu'a Richard Carapaz avec un équipier. Alors je ne sais plus qui était l'équipier chez Ineos qui est parti avec lui, j'ai oublié de revérifier en passant, ils étaient 3, avec Higuita. Les 3 partent à 120 km de l'arrivée et à 110 km de l'arrivée, Higuita, Carapaz se retrouve seul. Ce trophée Baraki ou ce duo normand qui dure 110 km est exceptionnel. Moi, je regardais, parce que les images n'étaient pas en direct, donc j'étais sur Pro Cycling Stats. Moi, je commence à regarder sur Pro Cycling Stats parce que je ne savais plus quelle était à peu près l'horaire indiqué par cette étape. Je regarde un petit peu sur Pro Cycling Stats pour voir comment ça court sur la première heure de course, pour un peu anticiper quand est-ce que le moment important va arriver. Et là, je vois une première échappée, je me dis, je vais rester quand même en double fenêtre sur mon écran d'ordinateur, sur ce qui se passe sur la course. Et là, je vois d'un coup, putain, 120 km de l'arrivée, ils sont 3 à partir, l'écart augmente. Et là, je vois à 110 km de l'arrivée, ils sont 2, je me dis, mais ça va pas tenir, 110 km. Enfin, faut être complètement taré pour faire ça. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et c'est assez formidable. La course quand même de ce Tour de Catalogne. Avec les deux, ces victoires finale d'Higuita, victoire d'étape pour Carapaz, mais faire ça, avoir l'audace de le faire, résister à un peloton alors qui n'était pas super organisé, mais pendant 110 km à 2, chapeau les mecs, chapeau les mecs. C'est un moment qui peut-être vous a pas marqué, vous, mais moi je me suis dit à ce moment-là, oui, on n'est plus dans le même cyclisme qu'il y a 5-6 ans. Ça, il y a 5-6 ans, ça n'était même pas tenté. Pour que le tente, c'est parce qu'il y a eu des Van Der Poel, des Van Aert, des Remco Evenepoel qui sont audacieux. Et ce qui fait qu'on a une période, je pense, où le cyclisme va devenir très spectaculaire et va être très sympa à regarder. Peut-être moins tactique qu'auparavant,
mais on va avoir des coups de maître parfois qui partent de loin, et on va se dire, chapeau, maestro. Voilà. Bon, il y a aussi... c'est des choses qu'on voit dans le cyclisme féminin, notamment Van Vleuten l'avait déjà fait, il l'a encore refait cette année, mais on ne voyait pas ça dans le cyclisme masculin, et on le retrouve dans le cyclisme masculin, et c'est très très fort. Je rappelle également, que là je m'aperçois de ça, mais j'ai pas fait de... Enfin, dans ce top 10, on parle que de cyclisme masculin, j'aurais dû le préciser en début de vidéo. Je ne parle pas de cyclisme féminin. Il y aura une vidéo réservée au cyclisme féminin dans les semaines ou dans les jours à venir, parce que là, comme j'avais anticipé de faire 10 vidéos 10 semaines, mais étant donné qu'avec la Coupe du Monde, j'ai pas pu en faire la semaine dernière, il y aura un petit décalage. Donc il y aura peut-être des fois 2 top 10 dans la même semaine à un moment. Je poursuis avec le numéro 5. Numéro 5, Tadej Pogačar, la polyvalence de Pogačar, vainqueur d'Estrade, très performant sur le Tour des Flandres, il n'a pas fini deuxième, il était deuxième avec Van der Poel, mais il a laissé le peloton revenir, enfin le peloton, le groupe de poursuivants. Pogačar, on parle souvent de Remco, oui Remco a fait une très grande année, on va peut-être en reparler un petit peu plus tard. Mais Pogačar, c'est quand même aussi un sacré personnage dans le cyclisme. Dans cette polyvalence qu'il a. Il est capable d'être performant sur quasiment tous les terrains. C'est dingue. C'est dingue. Quand tu le vois sur les pavés, sur les Strade Bianche, il part de loin en plus sur les Strade, hein. Lui aussi, il part à 50 bornes de l'arrivée. Sur les pavés, où il a tout de suite été à l'aise, alors que c'est un mec qui fait pas de cyclocross. C'est ça qui est en plus assez hallucinant. Il a une habileté sur le vélo qui est assez dingue. Pour un mec qui fait pas de cyclocross, ça serait même intéressant peut-être de voir un jour Pogačar faire du cyclocross. Ça me donnerait presque envie de regarder du cyclocross, peut-être ça. Il a été absolument dingue, Pogačar sur les pavés. Moi, j'ai été impressionné, même sur l'étape des pavés du Tour de France, hein, où il était mais tout le temps bien placé. En plus, il a une science de la course aussi, Pogačar, qui est assez dingue. C'est-à-dire, pour battre Pogačar, faut vraiment que tu sois plus fort que lui. Faut vraiment qu'il soit dans un jour moyen et que toi, tu sois très fort. Parce que il est toujours bien placé, notamment l'étape des pavés sur le Tour de France. Il est toujours bien placé. Il s'est toujours attaqué pour surprendre ses adversaires, notamment dans une légère descente sur les Strade Bianche. Alors, il a une science de la course qui est assez dingue, Pogačar, et moi ça me stupéfait à chaque fois. Alors oui, il n'a pas gagné le Tour de France, mais il a quand même été menaçant pour Vingegaard. Vingegaard, il n'a pas pu trop se reposer sur ses lauriers, à part sur le contre-la-montre, parce qu'il a tenté de le menacer tous les jours. Pourtant, avec une équipe qui était un petit peu en déconfiture, quand même dès la moitié de la course. Et puis, il a fait un peu le rôle du perdant magnifique sur le Tour de France. Mais la saison de Pogačar, il fait 5e du Milan-San Remo. Enfin, il a été présent sur toutes les classiques, vainqueur du Tour de Lombardie. Il a été présent toute l'année aussi, hein. Alors certes, il n'a pas beaucoup de jours de course dans les pattes, mais réussir à être performant à la fois sur Milan-San Remo, à la fois sur les classiques ardennaises, flandriennes, pardon, et à la fois être performant en fin de saison sur le Tour de Lombardie, c'est quand même assez monumental ce qu'a réussi à faire Pogačar. C'est pour ça que je voulais le saluer. On passe désormais au moment marquant numéro 4. Moment marquant numéro 4, Pinot, Romain Bardet, le Tour des Alpes. Cette dernière étape du Tour des Alpes qui a bien lancé la saison des Français, mais qui ont fait des bons résultats, les Bleus, pendant la saison. Je pense à Laporte, Pinot qui remporte quand même 2 étapes sur des épreuves de prestige. Gaudu également qui fait 4e du Tour de France. Madouas qui est très performant sur le Tour des Flandres et sur quelques bonnes courses de la saison. Cosnefroy qui fait 2e de l'Amstel et qui gagne sur les classiques canadiennes. Arnaud Démare qui remporte le maillot à points
sur le tour d'Italie, je vais y arriver, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Enfin voilà, on a fait quand même des super résultats. Et quand on a connu comme moi l'époque où, à part les championnats de France, tu les voyais pas souvent dans l'année, les coureurs français, à part dans les échappées du Tour de France et les échappées sur les étapes de plat. C'est sûr que voir l'équipe de France et la France performer à ce niveau-là, c'est quand même très bien. Pourquoi cette course-là cette course-là? Parce que c'est le grand retour aux avant-postes de Thibaut Pinot. Enfin, c'est le grand retour. C'est le retour. Il coche une case ce jour-là, une grosse case. Un peu comme Dylan Groenewegen sur l'étape du Tour. Il montre déjà qu'il peut de nouveau gagner, qu'il peut de nouveau performer au niveau. Si ensuite il a l'ambition d'être performant sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne, c'est parce qu'il est performant sur ce Tour des Alpes. Il a tellement galéré l'année d'avant à cause d'une erreur de la Groupama FDJ qui lui fait continuer le Tour de France alors qu'il est blessé, lui fait participer au Tour d'Espagne alors qu'il est blessé et hors de forme, enfin quoi. Enfin, on retrouve Thibaut Pinot. Et puis Thibaut Pinot, comme je disais, je sais plus si c'était sur l'étape du Tour des Alpes ou du Tour de Suisse, c'est un coureur qui ne laisse pas indifférent. Moi, j'adore Thibaut Pinot. Certains ne l'aiment pas énormément, mais il ne laisse pas indifférent. Et c'est tellement rare, je trouve, dans le sport moderne aujourd'hui, d'avoir des coureurs qui ne laissent pas indifférent, parce qu'on a plutôt maintenant des sportifs qui veulent être appréciés de tous et qui sont un peu bon chic, bon genre, on va dire, et qui, prennent plus vraiment position, disent pas ce qu'ils pensent, forcément par peur d'avoir des répercussions ensuite sur leur carrière. Qu'avoir un Thibaut Pinot, c'est quand même très rafraîchissant dans ce monde-là, un peu fermé. Même si des fois ça énerve, hein, je peux le comprendre. Même moi, des fois, il m'énerve. Hein. Mais voilà, Thibaut Pinot, qui est de retour sur cette étape du Tour des Alpes, et puis la victoire de Romain Bardet aussi. C'est là où on se dit, alors, ça va être terrible parce qu'il va y avoir ensuite l'abandon de Romain Bardet sur le Giro, mais on se dit à ce moment-là, il peut viser le podium, Romain Bardet, vu la course qu'il réalise. Et puis, c'est aussi la découverte dans cette étape-là de Thymen Arensman aussi. Et puis, c'est peut-être l'un des rares jours de l'année où David Delacruz va être performant. Il y a plein de choses sur cette étape du Tour des Alpes. Et puis en plus, la veille de cette dernière étape, il était passé pas loin de la victoire. Vraiment, il passe pas loin de la victoire. Et c'est, pour moi, la journée où on se dit, putain, c'est un festival de bonnes nouvelles, cette étape-là. Cette journée-là, c'est un feu d'artifice bleu, blanc, rouge, quand même. Cette journée du Tour des Alpes. Je me souviens même, c'est la vidéo, je suis à moitié shooté, presque dans un jeu vidéo, parce que tellement je suis content, tellement je me dis, oh putain, on a vécu une belle journée. Tu le sais tout de suite que là, à l'arrivée, putain, on a vécu une super journée, je gueule devant ma télévision. Enfin voilà, c'est un truc complètement dingue, cette étape-là. Et, euh, et oui, c'est un moment marquant parce que ça rappelle à tout le monde que la France a des bons coureurs. Et c'est une journée fantastique pour le cyclisme français, comme on en vit à 150 quoi, par an, des journées comme ça. Comme les Belges ont vécu ça lors des championnats du monde avec Remco Evenepoel. Bon, nous on a vécu ça avec Julien Lafilippe, notamment l'année dernière, parce que c'est vrai que le deuxième titre, il y avait un côté, le deuxième titre chez les Belges, alors que les Belges sont archi favoris, avec une course qui est complètement folle. Enfin voilà, c'est assez exceptionnel. Imola, parce que voilà, c'est une journée aussi dingue, mais même le titre de vice-champion du monde de Romain Bardet, la victoire d'Arnaud Démare sur le Milan-San Remo. Voilà, c'est des journées comme ça où tu te dis, waouh, là, on a vécu une belle journée de cyclisme aujourd'hui. Comme quand tu vois les championnats du monde, tu dis, ah, putain, là, on a vécu une belle journée de cyclisme aussi qui sont complètement fous. Ou le Tour d'Italie, l'étape de Turin, tu vois. C'est le type de journée où tu te dis, waouh, là, j'en ai vu pour mon argent.
comme on pourrait dire. Enfin voilà, j'ai vécu un grand moment de cyclisme. On passe tout de suite au podium des moments marquants, de mes moments marquants de la saison 2022 de cyclisme. Numéro 3, eh bien, la victoire de Guermeil à Gand, Wevelgem. J'ai décidé de mettre cette performance-là de Guermeil et pas sa victoire sur le Giro, parce que pour moi, il rentre plus dans l'histoire avec sa victoire à Gand que sur sa victoire sur le Giro, même si sa victoire sur le Giro est un moment important. Mais Guermeil à Gand, là aussi, il coche une énorme case et il change de statut ce jour-là. Il passe du coureur, oui, qui a un beau petit potentiel, à coureur qui maintenant va être un adversaire monumental sur les classiques. Et en plus, c'est une victoire énorme à domicile pour Intermarché, qui a fait une énorme saison. Mais Guermeil, ce jour-là, Adrien Petit fait un boulot énorme pour replacer Guermeil. Et la solidité qu'il a dans le sprint, l'intelligence qu'il a dans le sprint, où il passe dans ce petit trou de souris là sur le côté, j'en souviens encore, c'est dingue cette maturité qu'il a à cet âge-là aussi, Guermeil. Il a couru en costaud. Alors la victoire sur le Tour d'Italie, bon déjà en plus il y a le coup du bouchon de Prosecco, mais elle a un côté historique parce que tu gagnes en Italie alors que l'Érythrée a été colonisée par l'Italie à une époque. Il y a un côté un peu revanchard et un peu politique dans cette victoire. Et où il court, c'est moins spectaculaire parce que je trouve que sur l'étape notamment du Giro, Van der Poel court de manière complètement conne et que c'est aussi une victoire collective. C'est pas que la victoire de Guermeil, c'est aussi quand tu vois Pozzo Vivo faire un travail monumental pour Guermeil sur cette étape-là dans le dernier kilomètre, notamment. Les coureurs d'Intermarché harcelés Van der Poel pendant les 10 derniers kilomètres. Guermeil à Gand, il y a tout pour une grande victoire. Et moi j'attends de voir l'année prochaine, parce que c'est vrai que cette année il n'a pas fait les autres, il avait arrêté sa saison après Gand, ce qui était prévu, on va dire, au niveau d'un contrat. On verra l'année prochaine s'il fera Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Mais je pense que, vu comment il s'est apposé un Gand, c'est un coureur qui peut être performant sur le Tour des Flandres, mais vraiment ce jour-là, moi, le cyclisme africain a encore passé un cap ce jour-là. Avant, les coureurs africains, au départ c'était des baroudeurs, au départ c'était ça. Ensuite, ça a été des grimpeurs. Et là maintenant on se dit, un peu comme les Colombiens, mais en version plus rapide que les Colombiens, ils peuvent devenir performants également sur des terrains comme les sprints. Et on se dit que dans les années à venir, les coureurs africains, et ce qui est très intéressant pour la mondialisation du cyclisme, vont devenir performants. C'est dommage, par exemple, c'est que l'Asie n'ait pas réussi à faire ça pour le moment, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de coureurs asiatiques pour le moment dans le cyclisme, mais l'Afrique a franchi le cap, et quand on aura aussi des concurrents des Caraïbes, et là on aura vraiment internationalisé le cyclisme. Et c'est bien de voir la victoire de Guermeil, a fait du bien au cyclisme également cette victoire. On passe au moment marquant numéro 2. Le moment marquant numéro 2, j'ai décidé de mettre Liège-Bastogne-Liège. C'est une journée complètement folle, ce Liège-Bastogne-Liège, avec une échappée déjà qui prend beaucoup d'avance et où on commence à rouler très tardivement, avec bien entendu le crash à 65 km, 66 km de l'arrivée, notamment avec Julien Lafilippe, le début des problèmes pour Julien Lafilippe. Avec ce crash qui glace un peu le sang quand même, quand tu vois le nombre de coureurs à terre, quand tu vois où se retrouve Julien Lafilippe. Et puis, cette attaque, mais je dirais pas venue de nulle part, mais complètement dingue de Remco Evenepoel, avec quasiment la roue arrière qui se cabre. Enfin voilà, c'est l'accélération. Il y a une image de l'accélération qui me restera, je pense, très longtemps en tête sur cette accélération de Remco Evenepoel.
c'est quand la roue décolle du sol, quand tu vois les roues décoller du sol, tellement ils mettent puissance en haut de la côte de la Redoute. En plus, c'est un moment où je me dis, putain, bon, la côte de la Redoute, on a passé les pourcentages les plus difficiles, là il s'est rien passé. Ouais, ça va peut-être être une édition chiante de Liège-Bastogne-Liège à cause de la chute, ça va peut-être un peu couper les pattes à tout le monde. Et puis non, bam, il part, mais d'une solidité, personne n'arrive à suivre. Vlasov tente d'attaquer ensuite derrière, mais il ne reviendra jamais. Les Bahreïn, qui pourtant étaient en surnombre, qui avaient attaqué notamment avec Caruso à 50 bornes de l'arrivée, n'arrivent pas à revenir. Et cette victoire, elle est importante pour Remco Evenepoel, parce qu'il reprend confiance en lui. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, je pense, avant Liège-Bastogne-Liège, est dans une situation où il sait qu'il a des qualités physiques, mais à chaque fois, ces derniers temps, il y a un truc qui se passe pas bien. Soit il fait une erreur tactique, soit c'est un jour sans. C'est vrai que ça fait depuis un an qu'il mange un peu son pain blanc à cause de sa chute sur le Tour de Lombardie en 2020. Et là, ce jour-là, il se dit I'm back. Je suis de retour. Je suis de retour dans le game. Un petit peu Remco Evenepoel. Je suis pas sûr que s'il gagne pas Liège-Bastogne-Liège, s'il fait 5 ou 6 de Liège-Bastogne-Liège, je suis pas sûr qu'ensuite derrière, il soit aussi confiant sur le Tour d'Espagne. Je pense que le Tour d'Espagne, oui, c'est important aussi parce que pour les Belges, c'est la première victoire sur un grand tour d'un Belge depuis très très longtemps. Mais je pense que cette victoire à Liège-Bastogne-Liège, c'est ce qui forge ensuite derrière sa victoire sur le Tour d'Espagne. Parce que jusqu'à ce moment-là, et même au départ de Liège-Bastogne-Liège, il est au départ plutôt dans un rôle d'équipier de Julien Alaphilippe, notamment ce qu'il fait sur le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Bas, je ne sais plus. C'est le Tour du Pays Bas qui est avant Liège-Bastogne-Liège, où il a un rôle d'équipier, notamment sur la victoire d'étape de Julien Alaphilippe. C'est à partir de cette étape, de cette victoire, où il prend vraiment le statut de leader du côté de Quick-Step, où tout le monde se met à son service également chez Quick-Step. Cette victoire a eu, je pense, un impact énorme sur la suite de sa saison. Avant de passer, comme vous le savez, au numéro 20, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On passe désormais aux mentions honorables, plutôt, pour éviter de faire une liaison dégueulasse. Un petit apéritif avant le numéro 1. Parmi mes mentions honorables des moments marquants de cette année 2022, j'en ai 4. Le premier, c'est Roglic, enfin vainqueur en France. Tu sentais, notamment sur la dernière étape de Paris-Nice, que c'était un poids énorme pour lui. Le fait d'avoir raté Paris-Nice l'année dernière, le Tour de France où il tombe, le Dauphiné où il se foire aussi. Et là, tu te dis, waouh, enfin vainqueur d'une course par étape importante en France. Enfin, il a réussi à Roglic. Bon, c'est triste, c'est qu'il n'a pas réussi ensuite à gagner le Tour de France et être performant sur le Tour de France à cause de son épaule démise. Tout se passe bien, même pour son opération. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Roglic s'est fait opérer parce que il a eu beaucoup de soucis avec son épaule. Il s'est fait opérer de l'épaule pour éviter qu'il puisse se la démettre trop facilement. Et parce que ça avait entraîné des petits soucis et des petites complications derrière. Donc voilà, il est dans les délais, on va dire, dans cette opération. Mais enfin vainqueur en France, moi j'étais heureux pour lui. Je ne suis pas le plus grand fan de Roglic, peut-être au monde, mais je me disais, enfin il gagne en France, quoi. Putain, il n'y a plus ce problème où ça marchait pas pour lui. Donc voilà, j'étais heureux pour Primož Roglic. Le sprint de l'Amstel Gold Race, là aussi, un moment spectaculaire de l'année, alors qui ne réussit pas à Benoît Cosnefroy, avec ce sprint, ce suspense, cette photo finish, encore un peu foireuse sur l'Amstel. Mais c'est une course pas comme les autres. Elle a énormément de défauts, notamment l'organisation qui est à chier. Du côté de l'Amstel, notamment les voitures qui sont sur le bord des routes, c'est du n'importe quoi.
Mais du côté de l'Amstel, cette course est quand même un charme monumental. Déjà, c'est très difficile de déterminer qui est le vainqueur, et c'est vrai que ces dernières années, on a tout le temps eu des finales à rebondissement. Je pense à Julien Lafilippe et Fuglsang. Je pense également à la victoire de Van Aert par rapport à Pidcock. Là encore, le Cosnefroy qui fait deux. Voilà, cette course a un charme fou. Elle a retrouvé même son charme qu'elle avait un peu perdu quand on arrivait en haut du Coberg et que tout le monde s'en foutait, grosso modo. C'était une sous Liège-Bastogne-Liège ou une sous Flèche-Wallonne. Et là, elle a de nouveau retrouvé de l'intérêt. Et puis, l'emplacement dans le calendrier où elle s'est retrouvée entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à cause des élections françaises, ça lui a donné aussi un charme particulier. On a eu beaucoup de coureurs de classiques qui se sont lancés sur cette course, beaucoup de sprinteurs, beaucoup de coureurs qui normalement étaient en attente de Paris-Roubaix ont décidé de faire l'Amstel. Et je trouve que cet emplacement-là dans le calendrier a été très intéressant pour l'Amstel. On verra si ça sera le cas dans les années à venir, parce qu'on sait qu'il y a l'idée de maintenant mettre Paris-Roubaix. Et dès l'UCI, ça serait de mettre Paris-Roubaix en fin de saison. Parce que bon, comme ça, plus de pluie et plus spectaculaire. Et peut-être une meilleure visibilité. Et donc ça permettra à l'Amstel de récupérer le créneau du Paris-Roubaix. Et ça, c'est encore voilà, un débat dans les mois à venir. Kort Nielsen sur le Tour de France, c'était très drôle, je trouve. Quand les premiers jours, voilà, il prend l'échappée avec quand il fait cette haul-là presque improvisée en haut du maillot à pois. Voilà, il a fait. Il a eu un. Ça a été rafraîchissant pour le cyclisme, et ça aussi, Kort Nielsen sur le Tour. Un coureur qui pourtant a pas un petit palmarès, Kort Nielsen, eh bien, réussir à avoir presque un regard d'enfant, à se battre pour un classement où il savait qu'il avait peu de chances de le conserver jusqu'au bout. Et tout ça pour juste le plaisir de partager avec le public. C'est formidable. Et puis le public, c'est vrai, sur ce départ du Tour de France, même si pour moi c'est une idée complètement conne de partir du Danemark, on peut souligner quand même qu'il y avait du public. Et surtout que le public était très civilisé. Il n'y a pas eu de soucis avec le public sur les 3 étapes. Hein, ça serait à en prendre de la graine en France quand même. Ou dans, pas que la France, hein, parce que les soucis avec le public également, qui est dangereux pour les coureurs, on l'a en France, je pense notamment à l'étape de l'Alpe d'Huez, c'est du n'importe quoi devant Pidcock, mais on l'a eu également sur d'autres étapes, d'autres courses en Italie, en Espagne, on a ça. Mais surtout, oui, le fait qu'il se démène pour juste aller chercher 1 point ou 2 points, voilà. Il a fait ça juste pour le spectacle. Mais c'est ce qui a rendu aussi ce départ au Danemark sympathique, même si encore une fois pour moi c'était un petit peu stupide, ça n'avait pas d'intérêt pour moi pour la course. Après je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos. Je termine avec la victoire de Simon Clarke sur le Tour de France. Cette étape des pavés est complètement dingue déjà, on perd Ben O'Connor, on a un Vingegaard qui se retrouve, c'est le seul jour où il a été en difficulté. Roglic qui se démet l'épaule, qui se remet l'épaule avec une botte de paille qui est bougée par une moto de France Télévisions, une moto caméra. On a aussi Boissonhagen qui est dans le groupe d'échappés. Alors Boissonhagen ne met plus un pied devant l'autre depuis quelques temps, mais il se retrouve, Boissonhagen, sur le Dauphiné, il se retrouve invité de dernière minute sur le Tour de France et il fait vraiment une belle étape ce jour-là. Et puis le sprint qui dure 800 mètres, comme sur la Bretagne, comme sur la Bruxelles Cycling Classic, mais le sprint de malade. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir un sprint de 800 mètres et à la fin Simon Clarke s'impose. Et puis l'histoire autour de Simon Clarke, l'histoire d'un mec qui normalement devait quitter le cyclisme, c'est-à-dire il n'avait pas de contrat, pourtant un coureur qui faisait toujours du bon travail dans les différentes équipes dans lesquelles il était passé,
et il se retrouve à presque quémander un contrat. Israël le reprend presque à la dernière minute. Et c'est lui presque qui sur la saison apporte les meilleurs résultats d'Israël. C'est ça qui est beau quand même pour Simon Clark. Et en plus c'est un mec qui est sympathique et voilà. Il y avait une joie à l'arrivée de cette étape et j'étais aussi très content pour lui parce que je trouvais que c'était pas normal qu'un coureur comme ça, qui avait des belles qualités, se retrouve sans équipe alors qu'il avait pour moi encore des choses à montrer. On en a fini avec les mentions honorables. On passe tout de suite au numéro 1. Qui est le grand vainqueur des moments marquants de la saison 2022 1. Étape du Granon. Eh ben, c'est compliqué de faire autrement que cette étape du Granon parce que on s'attend pas à ça. C'est-à-dire que moi le matin même, je vous le dis lors de la présentation d'étape, je dis j'ai un peu peur qu'on attende que le Granon. Comme le Granon, voilà, vous avez du pourcentage, c'est compliqué. Je me dis quand même que ce jour-là, les mecs qui avaient décidé d'éteindre leur téléviseur parce qu'ils pensaient que Pogačar avait gagné la course, bah, ils ont raté peut-être l'une des meilleures journées de cyclisme de ces 10 dernières années. Il faut quand même le dire, cette étape du Granon, elle est complètement folle, avec Jumbo qui veut tout renverser ce jour-là, avec un Pogačar qui se retrouve à exploser complètement, avec un Romain Bardet qui fait une étape de dingue également ce jour-là, avec Gaudu qui s'accroche, qui arrive à dépasser Pogačar. Ça aussi, c'est une image. Gaudu qui dépasse Pogačar, même lui, il en est surpris à ce moment-là. Romain Bardet qui fait deuxième de l'étape, Vingegaard qui prend le pouvoir, les attaques aussi en début de journée, avec Geraint Thomas, avec Christophe Laporte qui fait une descente de malade pour pas laisser respirer Pogačar, avec Roglic et Vingegaard qui attaquent par intermittence, avec Geraint Thomas qui est toujours là aussi, et puis des coureurs derrière qui tentent de faire ce qu'ils peuvent, avec la Groupama, avec Bora, avec la Movistar qui se retrouve à être en grande difficulté. Ça a été une journée, comme dirait Mathieu Lartaud, de déglingo. Vraiment cette étape du Granon, enfin voilà, ça a été une journée de fifou, comme moi je dis, où il se passe, mais vraiment, tout ce qu'on aime dans le cyclisme, on l'a. Des défaillances, des surprises, du spectacle, une course qui se décante de loin, mais on garde quand même du suspense jusqu'au bout. Il y a tout dans cette étape qui est remarquable et on aimerait en vivre tous les jours des étapes comme ça, même si après avoir vu une étape comme ça, je peux vous le dire que la vidéo de débrief derrière elle est compliquée parce qu'il y a une chute d'influx nerveux qui est assez spectaculaire. C'est pas toujours facile ce genre d'étape ensuite à débriefer parce qu'il y a d'un coup un coup de mou qui arrive quand on commence à attaquer l'enregistrement de cette journée. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans un commentaire, à mettre un pouce bleu. On va avoir encore des top 10 d'ici la fin de saison. Notamment, on va avoir le top 10 des déceptions de l'année, le top 15 des coureuses de la saison, parce que j'ai décidé d'en mettre 15. Et puis on aura des moments également un peu différents, notamment sur la Coupe du Monde, sur la saison 2022 de Formule 1. Il y a les débriefs également, Formule 1, MotoGP. J'ai un programme qui me... J'en ai jusque là des choses à faire d'ici la fin d'année. Puis n'hésitez pas également à regarder la Coupe du Monde sur la chaîne. Nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!